Bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, une nouvelle émission qui met en lumière une nouvelle génération qui incarne l'Afrique de demain. À travers leur parcours, nous partons à la découverte de leurs défis, de leurs réussites et de ce qui les anime pour inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs à oser et à voir plus grand. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Comptoir et nous recevons une jeune femme entrepreneur qui incarne une nouvelle génération ambitieuse de l'hospitalité africaine. À seulement 28 ans, Lara Dupré construit déjà un parcours remarquable. Formée parmi les meilleurs, elle fait ses armes dans de grands groupes internationaux avant de revenir à Abidjan où elle cofonde HT Hotel en 2021 puis le Palais d'Aqua en 2023. Une ambition qui la classe parmi les jeunes hôteliers les plus audacieux au monde ainsi que parmi les 30 femmes les plus influentes du tourisme et de l'hôtellerie africain. Lara Dupré, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'émission. Merci. Vous êtes née et avez grandi à Abidjan et à seulement 28 ans, vous avez ouvert 2 établissements hôteliers. Racontez-nous comment tout a commencé et surtout d'où vous vient cette passion pour l'hôtellerie et l'entrepreneuriat. Alors à la base, je voulais étudier le commerce et mes parents avaient un terrain qui était extrêmement bien placé sur le VGE. Donc ma mère m'a dit, écoute, plutôt que de faire quelque chose d'assez général, vois dans quelle mesure tu peux te spécialiser dans une filière. Donc il a été question pour moi de rentrer dans une des meilleures écoles hôtelières de France, donc l'Institut Paul Bocuse, en 2016. Et je me rappelle en rentrant déjà, j'avais de très grands rêves et de très grandes ambitions. Donc lorsque tu arrives à l'école, on te demande est-ce que vous pouvez écrire s'il vous plaît sur une feuille de papier blanche quel est votre rêve à la sortie de l'école, voire dans 5 ans, 10 ans. Et je me rappelle à l'époque, j'avais tout simplement écrit plus tard, je souhaiterais être à la tête d'une chaîne hôtelière en Afrique. Donc j'ai toujours voulu rentrer à Abidjan, contribuer justement à ce développement et monter mes propres hôtels. Jamais j'aurais pensé que ça viendrait aussi vite. Donc en 2020, je fais une spécialité en entrepreneuriat où je travaille justement sur l'ouverture de cet hôtel, HT Hotel. Donc c'est 1 an de spécialité dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de se faire accompagner par des mentors. Donc j'ai vraiment été entourée de personnes professionnelles qui ont l'habitude d'avoir fait ce genre de projet en amont, qui m'ont drivé, qui m'ont donné, je dirais, l'impulsion de mener ce projet à bien. Et pendant le Covid, je rentre à Abidjan. Et là, ça faisait 3 ans que mes parents avaient déjà commencé à construire cet hôtel, ma famille. Donc, je me dis, écoute, tu as fait cette dernière année en entrepreneuriat, tu as travaillé justement sur l'ouverture de cet hôtel à HT. Il est pertinent de l'ouvrir et de le mettre en activité avec toutes les expériences et le parcours que tu as eu pendant ces 4 années avec justement cette ambition et ce rêve un jour de saisir cette opportunité-là. Elle est devant toi, saisis-la. Donc, je l'ai saisie. En octobre 2020, je travaille sur les finitions, toute la partie finishing de l'hôtel. Et en janvier 2021, officiellement, on ouvre l'hôtel HT. Donc en plein Covid, on ouvre à l'époque le premier hôtel lifestyle de Côte d'Ivoire, de 57 chambres, avec une offre assez simple. C'est un hôtel économique, bed and breakfast, qui s'est positionné en 3 étoiles assez rapidement. On a été un des premiers hôtels qui avons reçu la plaque par le ministère du Tourisme 3 étoiles. Et après, bon, ça a donné l'impulsion pour tout le reste. Et justement, lorsqu'on lance un projet comme celui-ci à 21 ans, quels sont les premiers défis logistiques ou peut-être financiers que l'on rencontre? Écoutez, les défis sont multiples. Hein. Quand on lance un hôtel à cet âge-là, déjà, on ne se pose pas du tout de questions. Parce qu'on se dit, we're gonna make it. On se lève chaque matin et on se dit qu'il faut absolument remplir cet objectif et mener sa mission à terme. Parce que moi, je l'ai réellement vu comme une mission. Tu dois ouvrir cet hôtel. J'ai extrêmement minimisé l'ampleur, je dirais, du travail. Ouais. On se lève chaque matin, on se bat pour remplir ses objectifs, on avance, tête baissée. Les défis, il y en a de partout. Enfin, je veux dire, à 21 ans, personne t'a appris à ouvrir un hôtel, personne t'a dit réellement quels seraient les défis et les enjeux que tu rencontrerais. Donc au final, le travail, c'est plus de se lever, de régler les problèmes de tout le monde, de mettre en place des stratégies. On est en plein Covid, il faut mettre en place des stratégies commerciales assez féroces, même je dirais, pour justement attirer du monde. Parce que il y a beaucoup d'hôtels qui étaient fermés, la concurrence était là sans vraiment être là. Il fallait savoir se positionner, il fallait driver du personnel. En tout cas, ça venait de partout. Les défis, sincèrement, j'en ai rencontré et j'en rencontre jusqu'aujourd'hui de nombreux, mais ça m'empêche absolument pas d'avancer. La preuve en est, on a même ouvert un 2e établissement hôtelier. Mais justement, donc seulement 2 ans après. C'est ça. Donc vous lancez un nouveau défi, celui du Palais d'Aqua. Exactement. Et c'est en plus un lieu hommage à votre arrière-grand-mère, il me semble, Mamie Aqua.
et en plus qui est désormais labellisé hôtel et préférence. Comment est-ce qu'on ouvre aussi rapidement après, donc 2 ans seulement, un nouvel hôtel, une nouvelle aventure? Écoutez, je pense que c'est tout simplement parce que je suis bien entourée. J'ai beaucoup de chance, je dirais, d'avoir des équipes aujourd'hui qui s'inscrivent dans une vision. C'est-à-dire que pour moi, le réel enjeu quand je suis rentrée à Abidjan, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du personnel, beaucoup de gens qui se plaignent de l'ensemble de Mm. l'écosystème de manière générale. Moi, j'avais une approche assez folle, je dirais. Même mes parents, je me rappelle à l'époque, me disaient mais Lara, tu vas rentrer à Abidjan, tu vois qu'il y a énormément de difficultés. Est-ce que tu es sûre que c'est le combat que tu as envie de mener à ton âge? Et pour moi, Mm. c'était une évidence que oui, parce que je me dis, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Il faut commencer quelque part. Et ça, voilà, ça a été une opportunité extraordinaire. Aishti a été rapidement standardisé, parce que c'est un hôtel de 57 chambres économiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a mis en place des procédures et des standards qui ont fait que j'ai pu dégager du temps assez rapidement pour aller travailler sur d'autres projets. Mais réellement, j'ai une équipe en or qui, depuis 2, 3 ans même maintenant, n'a toujours pas bougé, ils sont loyaux, ils sont Mm. fidèles et c'est réellement ce qui nous permet d'avancer. Donc l'idée dès le départ, c'est d'impulser une vision, c'est-à-dire voilà, on sait pourquoi on est là, on sait le why, c'est-à-dire on Mm. connaît réellement le sens Ouais. de notre travail aujourd'hui et où est-ce qu'on va demain. Et donc c'est vraiment ça que je leur inculque au quotidien. Pour moi, c'est très important de transmettre quelque chose à mes équipes, au-delà juste du savoir-faire. Mm. Voilà, on va beaucoup plus loin avec cette vision demain de... Je dis souvent à mon staff, écoutez, moi, mon rêve, c'est que chacun d'entre vous puisse venir prendre ma place. Parce que quand vous voulez construire, vous avez l'ambition de construire des dizaines, des centaines d'hôtels, vous Ouais. n'êtes pas seul dans ce bateau. C'est toute une équipe qui est autour de vous qui vous permet d'avancer. Donc, ce deuxième hôtel, il rend hommage à Mamie Aqua. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos hôtels, depuis Aishti, c'est vraiment lié à notre famille, notre héritage culturel et autres, parce qu'on est une famille qui avons un gros héritage culturel. Donc, Mamie Aqua, qui était très proche du président Oufoué à l'époque, qui a mis au monde même 2 de ses enfants lorsqu'il était infirmier, donc avant de devenir président. D'accord. Et l'idée, voilà, c'était justement de rendre hommage à la Côte d'Ivoire, de rendre hommage à mon arrière-grand-mère, qui justement recevait énormément de monde dans une de ses maisons à Bassam. Les week-ends, elle ouvrait ses portes à la population et elle Ouais. laissait rentrer tout le monde. Elle cuisinait pour eux, elle recevait, elle accueillait. En tout cas, c'était vraiment un refuge pour ceux et celles Ouais. qui avaient besoin d'un peu de réconfort. Et en tout cas, une dame très humaine. J'en ai tellement entendu parler de ma grand-mère, qui est encore en vie, de ma mère. Et maintenant, voilà, on essaie de retransmettre ça à travers un lieu. Et franchement, c'est extraordinaire. Lorsqu'on ouvre 2 hôtels comme ça de façon vraiment très rapide, comment est-ce qu'on fait pour lever des fonds ou comment est-ce qu'on arrive à avoir la trésorerie nécessaire? Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de chance, je dirais. Donc, pour le premier hôtel, il a été entièrement financé par la famille. Ensuite, en termes de trésorerie, on a mis le minimum nécessaire à disposition pour commencer l'activité. Et après, c'est vraiment l'activité par le cash flow. Donc, l'idée, je vais donner un exemple très concret. Quand on a commencé, on avait 6 bouteilles de vin. Et avec l'argent des 6 bouteilles, on a acheté 12, puis etc. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on drive aujourd'hui nos activités. On commence petit, on rêve grand, mais on avance. C'est le plus important. Donc pour le second, ça a été exactement le même modèle. J'ai été voir ma famille, je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a cette merveilleuse bâtisse que je pense qui serait très intéressante de rénover. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le moment, un pari gagnant, intéressant? Ils m'ont dit, écoute Lara, c'est une superbe opportunité. On y va, on fonce. Tout s'est aligné au bon moment, au bon endroit. On a décidé d'investir, encore une fois, en famille pour commencer l'activité. Et ensuite, quelques mois après avoir financé un minimum, on a directement commencé à avoir des événements. Donc, on a réellement, en fait, construit notre activité également autour du cash qu'on recevait de par les différents événements. Donc, aujourd'hui, notre trésorerie est pilotée réellement en fonction des événements qu'on a, en plus de ce qu'on a injecté dès le départ dans nos activités, dans nos entreprises. Donc, on grandit grâce à nos clients, on grandit grâce à nos activités, et en 2 ans, je dirais, on a quand même réussi à consolider une trésorerie assez intéressante pour la suite. Donc, le projet ne fait que se développer. Pour continuer de répondre à l'autre question, au départ, on n'avait que 7 chambres. Ensuite, le restaurant. 7 chambres, vous imaginez que par rapport à notre stratégie de financement, ça ne suffit pas pour rentabiliser et autres. Donc, on a commencé l'activité traiteur. Donc, le traiteur, au départ, on a commencé tout petit, pareil. On faisait 1 puis 2 traiteurs par semaine. Aujourd'hui, on en fait minimum 1 par jour.
On peut même en faire 4, 5 le même jour. Donc vous voyez, c'est toujours dans cette même dynamique-là qu'on évolue. Et ensuite, on a également la location de sites. Donc au Palais d'Aqua, il est possible voilà, de louer des espaces et autres. Et au début, c'est réellement comme ça qu'on a commencé. Donc après, même pas 2 mois après avoir récupéré la bâtisse, on a eu déjà des demandes, parce que c'est une bâtisse qui est merveilleuse. On a eu des demandes justement de personnes qui souhaitaient louer le jardin pour des mariages, des anniversaires, des événements et autres. Et c'est comme ça qu'on a continué de consolider notre trésorerie et d'aller de l'avant. Et justement, lorsque vous lancez le Palais d'Aqua, est-ce que vous n'aviez pas peur des grands groupes déjà très installés à Abidjan? Ça ne fait pas peur de se lancer en indépendant? Écoutez, peur, je dirais non. Pourquoi? Parce que je pense que de manière générale, quand on entreprend, on ne peut pas avoir peur. Après, les grands groupes et la concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement positif, à mon sens, dans la mesure où, depuis Aishti, j'ai toujours été entourée de beaucoup de bienveillance de par mes concurrents. Donc, que ce soit le groupe Accor, le groupe Azalaï et bien d'autres que je pourrais citer. On a toujours été très bienveillants. Je veux dire, chacun partage ses informations, ses ouvertures et autres. Donc, au contraire, le Palais d'Aqua, pour moi, ça a été une belle expérience et j'ai été entourée par toutes ces personnes-là, ces acteurs internationaux, disant « Ah, c'est bien Lara, après si peu de temps, tu as réussi à consolider ta première activité, maintenant tu arrives déjà à passer à une deuxième activité que pareil, tu vas lancer et on attend juste de voir la suite. » Donc réellement, vous voyez, quand vous êtes entouré par cet écosystème-là, c'est hyper positif et aujourd'hui, ça me donne envie de continuer ces aventures entrepreneuriales. Et justement, vous avez parlé du service traiteur avec plusieurs événements par jour et je crois même jusqu'à plus de 1000 personnes, vous l'avez fait. Comment est-ce qu'on gère les coulisses d'événements de cette ampleur-là? On ne peut pas avoir la tête, j'imagine, dans 1000 assiettes. Donc comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on arrive à former une équipe d'excellence? It's a teamwork. Alors, comment est-ce qu'on gère les coulisses d'une activité pareille? En janvier dernier, on a servi 1200 personnes. Et encore ce jour-là, on avait 2 autres traiteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment, je pense, d'avoir un micro-cercle de personnes qui comprennent réellement la vision. Aujourd'hui, je travaille vraiment dans les opérations de mes établissements, surtout du Palais d'Aqua. C'est un travail de terrain. En fait, il n'y a pas de miracle. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, il y a des loupés. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'être là et de driver chacune des personnes qui mènent les activités à bien. Donc j'ai formé des personnes qui ont commencé en tant que commis chez moi à devenir managers et qui aujourd'hui sont à mes côtés sur des événements comme ça et à qui réellement j'apprends à devenir leader. Donc moi, je les appelle plus des leaders parce que c'est même pas des managers, c'est des personnes qui sont capables de leader et de porter des personnes derrière elles de par leur manière de faire. Vous voyez, moi, en tout cas, à cet âge-là, je pense que la seule chose qui est vraie, c'est de faire et de montrer que par notre travail, on est capable de tirer des gens à faire aussi bien, voire mieux que nous. Ça, c'est vraiment ma philosophie dans tout ce que j'entreprends. Donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont inscrites dans cette vision de se dire, on a des valeurs d'excellence, on a des valeurs de bien faire, de savoir-faire, de savoir-être, qui doivent être partagées au plus grand nombre de personnes. Lorsqu'on m'a appelé pour ces 1200 personnes, j'ai pas hésité 2 fois à dire « We're gonna do it ». On va le faire, bien évidemment, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le temps d'avoir peur. Au contraire, c'est des défis, c'est des challenges qui nous permettent de nous surpasser. Mes équipes et moi, pour cet événement, on n'a pas dormi pendant 48 heures. Mais quand je dis mes équipes et moi, c'est vraiment pour vous montrer que aujourd'hui, dans notre staff, il n'y a personne qui compte ses heures. Il n'y a personne qui se lève et qui dit qu'elle travaille trop. Au contraire, on s'inscrit dans cette vision de se dire, on est lancé, on veut continuer de porter ce projet et cette aventure ensemble et de voir quelle sera réellement notre limite. Et je vous réponds réellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que cette équipe, c'est celle qui me porte, c'est celle et on se tire mutuellement vers le haut et c'est ce qui fait qu'on arrive à servir autant de monde en si peu de temps parce que l'événement a été validé même pas 1 semaine et demie à l'avance. Donc on arrive réellement à relever tous les défis, parce que on est tous fous, on a tous envie de plus et on a tous envie d'aller plus loin pour voir jusqu'où cette aventure peut nous porter. Et on n'a aucune limite. C'est-à-dire aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, demain ce sera l'Afrique et peut-être après-demain le monde, qui sait. Donc vraiment, je suis très reconnaissante vis-à-vis d'eux. On a une équipe très jeune. Ils ont une moyenne d'âge, je dirais, d'à peu près entre 25 et 30 ans, mais très motivés et on s'inscrit vraiment dans cette même vision. Où est-ce qu'on trouve justement toutes ces personnes-là? Parce qu'il faut des bras pour pouvoir servir autant de personnes en même temps. Où est-ce que vous les trouvez et comment est-ce que vous arrivez à leur transmettre votre savoir?
Alors encore une fois, je ne sais pas si je peux dire la chance. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de mérite. Ce sont des gens qui sont rentrés en tant que commis et qui, par leur manière d'être et leur manière de travailler, ont évolué à mes côtés, tout simplement. Donc, trouver des managers ici, c'est un peu plus difficile. En tout cas, de bons managers qui ont les attentes auxquelles vous attendez réellement, c'est un peu plus difficile. Mais de la main-d'œuvre de manière générale, c'est plus facile à trouver. Des CV, on en reçoit peut-être une dizaine par jour de personnes qui veulent postuler dans nos établissements et autres. Donc ça, c'est pas réellement la difficulté. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai organisé une journée porte ouverte. Donc au Palais d'Aqua, j'ai lancé une annonce. J'ai dit, OK, toutes les personnes jeunes ou autres qui veulent travailler dans des établissements hôteliers, venez nous rencontrer. On va vous faire des sessions d'apprentissage, en fait réellement pour voir. Venez avec votre CV, certes, mais le CV sera mis de côté et c'est réellement dans des mises en application qu'on va voir de quoi vous êtes capable ou pas. Et on a reçu ce jour-là, je me rappelle, une centaine de personnes. Et sur 100 personnes, on n'en a même pas retenu 10. Tout ça pour dire que vous pouvez avoir des CV hyper longs, mais réellement ne pas savoir faire grand-chose. Alors que quand on est dans une activité comme nous, où on a besoin de gens qui font et qui savent faire et qui ont la capacité de transmettre, donc de par la suite de savoir bien exécuter, il faut absolument s'entourer et faire je pense, des actions comme ça pour attirer certaines personnes, voire les bonnes personnes. Donc ce jour-là, on a eu 2 personnes qui sont avec nous jusqu'à présent. Mais vous imaginez sur 100 un ratio de 10 personnes qui savent réellement faire comme c'est peu. Tout ça pour dire que, voilà, c'est vraiment from the scratch. Et je reviens encore à mon histoire. Moi, quand j'ai travaillé dans les différents établissements hôteliers où j'ai travaillé, j'ai appris au plus bas de l'échelle. Quand j'ai été au Georges V à Paris, j'étais commis et c'est en lavant des assiettes et en essuyant des verres au bar que j'ai profondément aimé mon métier. Donc aujourd'hui, personne ne m'a appris à devenir directeur d'hôtel, personne ne m'a appris à ouvrir un établissement hôtelier, mais c'est justement en ayant gravi chacun de ces échelons et en ayant aimé autant faire tout ce que j'ai fait que j'arrive à retransmettre quelque chose aux personnes qui m'entourent. Donc je pense que le mérite, c'est le plus important. Ils peuvent commencer commis, devenir leader et demain devenir directeur. On se retrouve après une courte pause. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue un gros groupe hôtelier d'un indépendant? Alors, l'avantage qu'on a d'être hôtelier indépendant, c'est que, en tout cas pour notre part, on met en place les standards et les règles réellement qui nous intéressent le plus. Je m'explique. En gros, en termes de tarification, lorsqu'on a été classifié hôtel 3 étoiles, en termes de prix, on pouvait pratiquer absolument les prix qui nous paraissaient les plus intéressants pour le marché. L'hôtelier indépendant, c'est un peu lui qui fait sa loi, je dirais, dans sa maison. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est plus simple, mais même en termes de décision. Vous voyez, par exemple, un hôtel international, un hôtel de chaîne, va mettre beaucoup plus de temps à prendre des décisions. Nous, l'avantage qu'on a dans nos hôtels, c'est qu'on a un management de proximité. C'est-à-dire qu'en termes de décision, tout va vite. Tout va vite. Moi, mon combat avec mes équipes, je veux que les informations remontent le plus vite possible pour prendre les décisions adéquates et avancer le plus rapidement sur toutes les actions qui doivent être menées au quotidien dans nos opérations. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi notre force, ce management de proximité, où réellement on arrive à mettre en place les choses assez rapidement. C'est-à-dire, un client va se plaindre, ou bien une opportunité d'affaires va se présenter avec un gros client, du tac au tac, on va signer un contrat. On peut signer des contrats en 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Tout peut aller très vite réellement. Donc là, le gros avantage qu'on a à travailler en Côte d'Ivoire, c'est qu'en termes de process et en termes de staff, tout va beaucoup plus vite. Je pense que cette opportunité que j'ai eue de pouvoir ouvrir un hôtel à 21 ans, si j'étais en France ou dans n'importe quel autre pays dans le monde, j'aurais peut-être pas eu cette chance aussi rapidement. Que ce soit en termes de financement, donc d'avoir eu ma famille à mes côtés qui m'ont soutenu et qui m'ont donné l'opportunité de monter ce premier projet, puis ce deuxième, que ce soit en termes de personnel, donc qui a rapidement compris la vision dans laquelle on s'inscrit et pour laquelle on travaille réellement pour construire ce continent-là qui nous est cher, et que ce soit également la rapidité d'exécution. Vous voyez ici, par exemple, si vous avez besoin d'un plombier, en 1h30, 2 heures, votre problème, il est résolu. Donc, ces délais, je pense, et cette manière de faire vite, c'est vrai que des fois, c'est contraignant, parce qu'on a beaucoup aussi de demandes à la dernière minute, parce que les gens sont souvent habitués à travailler sous pression. Mais quand on arrive à gérer ce stress-là et à mettre en place une structure de travail où on est capable de tout gérer de manière rapidement, on arrive réellement, je pense, à faire la différence. Et c'est une des raisons pour lesquelles
on a réussi à entreprendre, en tout cas j'ai réussi pardon, à entreprendre 2 projets comme le Palais d'Aqua et Haïti en 5 ans à peine. Et en plus, c'était aussi une volonté de votre part. Vous auriez pu repartir à l'étranger, poursuivre votre expérience à l'étranger, mais vous aviez cette volonté-là de revenir à Abidjan et en Afrique. Exactement, la vision était très claire. Dès le départ, encore une fois, jamais j'aurais pensé que ça viendrait aussi vite. Mais voilà, j'étais là, j'ai eu ces opportunités-là. C'est vrai que j'ai beaucoup été appelée jusqu'à présent dans le monde pour des missions, pour travailler pour des grands groupes et autres. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est qu'est-ce qui fait du sens réellement à votre vie. Et pour moi, ma vie aujourd'hui, c'est de travailler pour mon continent, de développer mes projets et de me dire que dans X années, j'aurai X hôtels, pour pas donner de nombre, qui justement employaient des gens. Vous savez, on dit souvent que quand vous employez une personne ici, réellement, ça contribue au bonheur de 10, voire 15 personnes derrière. Donc je pense qu'à la fin de la journée, quand vous donnez ça à certaines personnes, ce qui vous donne en retour, c'est au-delà même de vos attentes. Justement, donc votre ambition va au-delà de l'hôtellerie. Quel impact souhaiteriez-vous avoir sur la culture et l'économie locale à travers vos projets et par exemple, dans 10 ans, qui serait Lara Dupré? Alors ce qui est extraordinaire dans cette industrie, c'est que c'est un écosystème. L'hôtellerie, réellement, c'est pas juste mon hôtel et ça se limite à ça, bien au contraire. Aujourd'hui, par exemple, au Palais d'Aqua, le premier projet qu'on a mené, c'est un projet culturel, donc avec le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, où justement, on a invité 4 créateurs de mode à venir exposer de manière immersive. Enfin, c'était un projet assez novateur qui s'appelle Africa Fashion Day, qu'on a lancé il y a 2 ans. Et en tout cas, ça permet, je pense, de donner une autre dimension, non seulement à nos lieux, mais aussi au tourisme et à la culture de manière générale. Donc on utilise aujourd'hui nos lieux pour faire le reflet de notre écosystème. Donc ça, c'est pour le volet culturel. Après, vous avez tous les autres volets, par exemple le volet éducatif dont on parlait tout à l'heure, par rapport à la jeunesse, par rapport aujourd'hui, c'est des personnes jeunes qui travaillent dans nos hôtels, c'est des personnes qu'on drive. Donc vous avez tout cet écosystème-là qui interagit dans nos équations. Donc ça, aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir. Et justement, on observe une évolution mais totale du secteur hôtelier. Ce sont plus seulement des lieux où l'on dort, où l'on dîne, mais il y a vraiment toute une clientèle qui vient chercher des expériences. Donc comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on répond justement à cette nouvelle clientèle qui vient chercher bien plus que ça? Alors aujourd'hui, c'est l'expérience client. C'est au cœur même. C'est vrai, un hôtel, qu'est-ce que c'est au final? C'est juste un lit. Mais réellement, qu'est-ce qu'on offre comme parcours, comme circuit, comme expérience de A à Z. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille depuis notre premier hôtel. Quand on dit hôtel lifestyle, réellement, c'est pas de par son architecture, mais c'est de par l'expérience qu'on a mis en place dans nos hôtels. C'est-à-dire, tu arrives, on te donne par exemple un jus de bissap. La personne porte un tricot Aikwaba, donc de Aquaba, de Haïti, Aikwaba. Après, les équipes sont en basket. C'est vraiment de par la manière d'être et de par la manière de se comporter, dans l'expérience qu'on donne aux clients, qu'on va qualifier et non qu'on va donner à nos hôtels. Par exemple, pour le Palais d'Aqua, lorsque les personnes arrivent, pareil, du portail à l'entrée, au moment où la personne s'assoit à table ou va dans sa chambre, vous avez tout un parcours et tout un circuit pour lequel le client doit se dire que, ok, il est à Abidjan, donc c'est le fameux écosystème dont on parlait tout à l'heure, il est à Abidjan, il est dans cet écosystème-là. On a beaucoup de bleisure, par exemple, de personnes qui viennent pour le business et à qui aussi on essaie d'aller faire des services loisirs, donc on travaille avec des conciergeries pour ça. Justement, ça leur permet de se détendre 1 heure, 2 heures en fonction de la durée qu'ils peuvent dégager pour ça. Mais c'est des choses qu'on essaie de mettre en place pour que lorsque les personnes viennent, ils viennent pas juste pour séjourner dans un hôtel, mais ils aient une expérience au-delà même de leurs attentes. Quand j'étais au Georges V, on parlait beaucoup du wow me, c'est-à-dire que quand la personne vient, vous avez différents niveaux d'attente. Donc il y a les attentes de base du service qu'on donne à la personne et vous avez le wow me. Le wow me, c'est-à-dire c'est quelque chose à laquelle le client pense mais ne dit pas. Donc c'est-à-dire vous devez aller au-delà de ses attentes et proposer des choses en fait qui vont le surprendre au-delà de tout ce qu'il aurait pu s'imaginer. Attention. Exactement. Par exemple, la semaine dernière, on a reçu une cliente, on lui a offert une boîte La Durée où c'était écrit Welcome Madame, Welcome bébé, parce que l'année d'avant, elle avait fait le baptême de son bébé. Donc vous voyez, c'est des tout petits détails, mais qui réellement font la différence et pour lesquels les clients vont se dire ok, demain, lorsqu'on vient en Côte d'Ivoire,
on va dans cet établissement qui reflète l'image du pays en termes d'accueil, en termes de chaleur, en termes de vibration. Vous voyez, nos hôtels réellement, c'est bien plus juste que de simples lits. C'est une expérience à part entière. Et justement, vous avez parlé d'entourage, donc c'est important de bien s'entourer. Et comment bien choisir ses alliés dans des aventures entrepreneuriales? Alors les alliés, c'est les alliés de tous les jours. Déjà, vous avez votre famille. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient énormément dans mes projets. Ensuite, j'ai un cercle d'amis aussi très fort qui sont mes piliers de tous les jours. Et après, bien sûr, c'est mon équipe, mes personnes de tous les jours qui me supportent parce que je suis pas tous les jours facile à supporter parce que j'ai beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, on arrive à réaliser de très belles choses. Et je pense qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est le résultat. On est tous satisfaits en 2 ans de se positionner en termes de traiteur là où on est positionné, d'avoir élevé le Palais d'Aqua au rang d'hôtel et préférence, et bien plus dans les mois et les années à venir, je pense, parce qu'on est quand même pas mal sollicité pour pas mal de titres à l'international et autres. Donc franchement, on est tous très fiers, je pense, de se battre et de se lever pour une vision commune. On a une vision commune réellement et on est très stimulé par ça. Et justement, quand vous rencontrez des imprévus, comment est-ce qu'on faut rebondir? Comment est-ce qu'on fait pour rebondir? Bon, on navigue, hein. Gérard Pélisson disait « J'aurais jamais ouvert plus de 3 hôtels si au bout d'un moment on m'avait pas lancé au milieu de l'océan et que j'avais appris à nager pour en sortir. » Tout simplement. Donc réellement, les imprévus, ça fait partie des choses de la vie. On navigue, on trouve des solutions. Le plus important, c'est de continuer d'avancer, de se battre, de persévérer. Et au bout d'un moment, je pense que le travail paye réellement. Il n'y a pas de miracle. Quand vous voulez obtenir des résultats, vous devez, comme je disais tout à l'heure, 1200 personnes. Vous êtes 40, vous dormez pas, vous êtes sur le terrain et vous voyez qu'à la fin de la journée, rien n'est impossible. 48 heures sans dormir, mais les clients, ils vous remercient, ils vous embrassent, ils sont satisfaits. Et c'est réellement pour ça qu'à la fin de la journée, on est heureux de se battre et de mener ces combats. Et lorsqu'on entreprend aussi jeune, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? 21 ans, c'est très jeune. Écoutez, je pense qu'il faut sacrifier une grande partie de sa vie personnelle. Moi, aujourd'hui, j'en ai 28. J'ai quasiment pas de vie personnelle, à part ma famille et mon cercle d'amis très restreint, je dirais. J'ai quasiment pas de vie. Toute ma vie, c'est mon travail. Ma famille, c'est mon staff. C'est un combat de tous les jours. Je veux dire, c'est du 7 jours sur 7. C'est quasiment 12, 13, 14 heures de travail par jour. C'est non-stop. Voilà. Donc, quand on entreprend, après, bon, ça fait partie des choses de la vie, hein, des sacrifices pour atteindre ses objectifs. C'est vrai que mes ambitions et mes rêves sont grands et réellement, je suis prête à tout pour les réaliser. Donc, je suis tellement heureuse en fait de vivre ce que je vis avec les personnes qui m'entourent que réellement, pour moi, c'est même pas réellement des sacrifices. J'appelle ça comme ça, mais en tout cas, ma vie, c'est mon travail. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui aimerait se lancer à son tour? Ne perdez pas de temps. Parce que je pense que la valeur la plus importante dans la vie, c'est le temps. Moi, je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'aurais aimé en faire plus, certes, mais voilà, après, il y a plein de facteurs qui sont autour. Et je pense que l'expérience de ce que j'ai fait ces 5 dernières années me permettent aujourd'hui de consolider réellement mes acquis pour pouvoir aller plus fort, plus vite, plus loin. Donc vraiment, le conseil que je peux leur donner, c'est qu'il n'y a pas d'âge, parce que souvent, on dit, mais et combien de fois même j'ai été confrontée à ça, c'est vous, cette jeune dame qui gérait ça, enfin vous voyez, des remarques qui au final, bon, réellement ça... Faut pas écouter les remarques. Oui, c'est totalement indifférente parce qu'à la fin de la journée, le travail vous le faites. Donc, just don't care, ne perdez pas de temps, battez-vous, travaillez, il faut travailler très très dur parce que réellement il n'y a pas de miracle et je pense qu'à la fin de la journée, tout est possible. Réellement, à ceux et celles qui vont se lever et qui vont vouloir aller chercher cette vision, cette ambition. Je pense que si je n'avais pas eu de vision dès le départ, de me dire un jour, j'aurai ces 10, 20, 30, 100 hôtels, jamais j'aurais accompli ne serait-ce que 5% de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc avoir une vision, c'est très important. Savoir ce que vous voulez pour votre vie, parce qu'à la fin de la journée, notre vie n'est pas illimitée. Voilà. Donc réellement, ne perdez pas de temps. Et plusieurs personnes de 40, 50, voire plus même m'ont dit, Lara, tu as accompli en très peu de temps ce que des personnes beaucoup plus âgées ont jusqu'à présent peur d'accomplir. Donc
Par rapport à la peur, je dis vraiment, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, si vous sentez que c'est le bon moment, c'est le bon moment et personne ne vous dira que c'est le bon moment pour vous. C'est-à-dire, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et à quel moment vous devez vous lever et le faire pour que ça se réalise. Donc, oui, il faut écouter les autres, c'est très important d'ailleurs, ça fait partie de l'apprentissage, mais en termes de timing pour vos activités, je pense que la seule personne qui sait, c'est vous. Donc, écoutez beaucoup votre instinct et travaillez. Merci Lara. Merci beaucoup Lara et merci à vous également qui nous avez suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Jeunes Entrepreneurs à Abidjan, au comptoir.